Bon après-midi à tous, et pour ceux qui restent jusqu'au bout, merci de l'intérêt que vous portez à ce débat. Donc la question qui a été posée par la commission scientifique de la SRLF est: faut-il monitorer le débit cardiaque au cours du choc septique? On m'a demandé de défendre la position pour. Je défendrai essentiellement cette position, c'est pourquoi je monitore le débit cardiaque au cours du choc septique. Réfractaire au remplissage initial, on va éliminer les sepsis sévères qui répondent rapidement au remplissage, et on va en fait s'adresser à ceux qui nécessitent l'usage de vasopresseurs. Conflit d'intérêt, je suis membre du consultant de Pulsion. Avant ce débat, j'étais très ami avec mon contradicteur du jour, Éric Maury. Vraiment très. Je ne vais pas montrer toutes les photos qui nous lient. Il vaut mieux pas. Après ce débat, on va voir. Alors, mon argumentaire va se développer en deux parties. Pourquoi je mesure le débit cardiaque et pourquoi je le monitore en continu. Alors, pourquoi je le mesure? Tout simplement parce que le débit cardiaque est un déterminant essentiel, majeur de l'apport d'oxygène au tissu périphérique. Je ne vais pas refaire la physiologie à cette heure-là. Mais en particulier, rares sont les situations où il existe un bas débit cardiaque sans hypoperfusion périphérique et sans hypoxie tissulaire, en dehors bien sûr de l'hypothermie. Et également, dans l'autre sens, le débit cardiaque est un facteur majeur hémodynamique pour empêcher ou limiter l'hypoxie tissulaire en cas d'anémie, j'ose le dire, en cas de désaturation artérielle, ou en cas d'augmentation de la consommation d'oxygène. C'est le facteur majeur hémodynamique qui va permettre de moduler tout cela et d'éviter, de limiter l'hypoxie tissulaire. Deuxième argument, pourquoi je le mesure? Parce qu'il est très variable d'un patient à l'autre. Si c'était la même mesure chez tout le monde, je ne le mesurerais pas, je saurais que le débit cardiaque est à temps. On ne monitore pas l'ion manganèse, par exemple, au cours du choc septique, parce qu'il varie peu. Ça, ce sont les études, de façon exhaustive, qui ont mesuré le débit cardiaque avant et juste avant l'administration de vasopresseurs, qui définit pour moi le choc septique. Voilà les différentes valeurs moyennées, les moyennes d'index cardiaque qui ont été obtenues ou trouvées dans ces études. Ça va de 5,7 à 2,7, avec un panel de range important et des écarts-types que je ne montre pas pour ne pas surcharger la diapositive, également très élevés. Autrement dit, il n'y a pas de valeur donnée du débit cardiaque. C'est aussi une raison pourquoi je le mesure. Et puis, vous êtes réanimateur. Identifier un bas débit cardiaque, surtout si s'associe à une basse SVO2, permet d'identifier les patients où un traitement qui vise à augmenter le débit cardiaque peut réduire l'hypoxie tissulaire. C'est quand même intéressant d'identifier les patients chez qui on pense qu'on peut limiter l'hypoxie ou la réduire en leur administrant un médicament susceptible d'augmenter le débit. Quatrième élément, hélas, et je dis bien hélas, Eric, l'examen clinique ne permet pas de prédire le niveau de débit cardiaque. Il y a plein d'études qui ont été réalisées. Une ancienne, d'Eisenberg, qui avait estimé le débit cardiaque sur des signes cliniques et puis mesuré le vrai débit cardiaque. Les zones en vert, c'est lorsque les patients sont bien classés par la clinique, c'est-à-dire le débit prédit est dans le range du débit observé. Mais vous voyez que toutes les zones roses sont les mal classées. C'est-à-dire qu'on peut observer un débit qui est élevé alors qu'on avait prédit un débit bas. Inversement, on peut prédire un débit élevé alors que dans la réalité, il est bas. D'autres études ont confirmé cela, publiées dans des journaux prestigieux comme le New England Journal of Medicine. Et ça confirme exactement la même chose. Plus récent encore, un papier qui ne s'adresse pas à des patients qui sont spécifiquement en choc septique, mais qui sont définis par une détresse respiratoire. Et dans cette étude, les auteurs avaient regardé la présence de signes cliniques cutanés, les marbrures, le temps de recoloration
et également la température de la peau. Et ils avaient mesuré le débit, ils avaient estimé un range bas de 2,5 et un range plus élevé à supérieur à 2,5. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de patients, en gros la moitié des patients, qui n'avaient aucun signe clinique cutané, marbrure, etc., alors qu'ils avaient un index cardiaque bas. Inversement, il y avait beaucoup de patients qui avaient au moins un signe clinique cutané et qui avaient pourtant un index cardiaque élevé. Donc vous voyez la mauvaise sensibilité et spécificité. Alors déjà, je pense qu'Éric, tu commences à te poser des questions. Je suis d'accord avec toi. Deuxième élément de l'argumentaire, c'est pourquoi maintenant je le monitore en continu. Premièrement, parce que le patient choc septique est très instable sur le plan hypodynamique. Ce n'est pas la peine que je vous en apporte la démonstration. Si vous êtes réanimateur, vous le savez, ça peut changer d'un moment à un autre, et il est important, effectivement, de le monitorer au moins pour cette raison. Et puis, hélas, le monitorage de la pression artérielle que bien souvent ces patients ont ne renseigne pas sur les variations de débit cardiaque. C'est un travail qu'on avait réalisé à Bicêtre avec Xavier Monet, où on s'était intéressé aux variations de débit cardiaque induites par le remplissage en abscisse, aux variations de pression artérielle pulsée ou différentielle induites par le remplissage. Vous voyez qu'il y avait une corrélation extrêmement médiocre pour cette relation. Pire encore, lorsqu'on regardait les variations de débit cardiaque ou d'index cardiaque induites par la noradrénaline, et là on parle de patients en choc septique, eh bien, il n'y avait plus du tout de corrélation entre les variations de débit et les variations de pression. Donc on ne peut pas utiliser les variations de pression comme témoins de variations de débit cardiaque. Et ça a été également confirmé par d'autres, ici un travail de l'équipe de Jean-Louis Vincent, qui avait également regardé les changements de débit cardiaque et les changements de pression artérielle pulsée. Eh bien, il n'y avait pas de corrélation. Et il n'y avait pas non plus, bien évidemment, de corrélation entre les changements de pression artérielle moyenne et les changements de débit cardiaque. Troisièmement, hélas, le monitorage de la SVO2, qui est souvent mesuré au cours du choc septique, ne renseigne pas sur les variations du débit cardiaque. Vous savez, les déterminants de la SVO2, ça ne dépend pas seulement du débit cardiaque, ça dépend également de l'ASA, de la VO2 et de l'hémoglobine, dont on a parlé juste avant. Et naturellement, à cause de l'ensemble de ces déterminants, si on essaye de faire une corrélation entre un chiffre de débit cardiaque ou d'index ici et un chiffre de SVO2, il n'y a aucune corrélation, bien évidemment liée à l'ensemble des déterminants qui expliquent ce manque de corrélation. Maintenant, si on pose l'hypothèse que le débit cardiaque, que l'hémoglobine est constante, que la VO2 est constante et que la SAO2 est constante, il existe une relation curvilinéaire entre la SVO2 en abscisse, en ordonnée, et le débit cardiaque en abscisse. Heureusement, lorsqu'on étudie des patients qui ont un bas débit cardiaque, eh bien, une baisse du débit cardiaque peut être détectée par une baisse de SVO2. Hélas, si on s'adresse à des patients qui sont hyperkinétiques, une baisse de débit cardiaque ne sera pas détectée par une baisse de SVO2. Autrement dit, si on ne monitore que la SVO2, on va louper cette baisse de débit cardiaque. Et puis maintenant, si le patient s'aggrave beaucoup, c'est-à-dire qu'il chute non seulement son débit, mais il chute sa VO2. Il est dans la zone de VO2, DO2 dépendance, et il s'aggrave. Il va chuter sa VO2 en même temps que son débit. On va changer d'isoplète pour la relation. Et cette fois-ci, la baisse du débit, parce que la VO2 baisse également, ne sera pas du tout évaluée par la SVO2 qui ne changera pas. Autrement dit, les variations de SVO2 ne peuvent pas renseigner, en particulier dans les états de choc, sur les variations de débit cardiaque. Enfin, quatrième argument, brancher un moniteur de débit cardiaque alors qu'on a déjà un cathéter artériel et un cathéter veineux central en place, ce n'est pas vraiment très invasif. Il y a des dispositifs comme le Pulsioflex, comme le FlowTrack Vigileo, qui sont des systèmes où on peut utiliser un cathéter artériel radial pour monitorer les débits cardiaques. Ce sont des systèmes non calibrés dont la fiabilité au cours du choc septique, effectivement, demande à être confirmée. Par contre, il y a des appareils comme le Pico 2 ou comme le VolumeView qui permettent, grâce à un cathéter artériel fémoral, d'avoir une évaluation plus fiable avec un pulse contour parce qu'ils sont calibrés du débit cardiaque.
Alors vous allez me dire, cathéter artificiel fémoral, c'est peut-être un petit peu dangereux, risqué. C'est une étude multicentrique qu'on avait menée à plusieurs centres en Europe et on avait regardé les complications liées au cathéter PICO et on a évalué en pourcentage, vous voyez que c'est très très faible en pourcentage chez les patients qui sont de toute façon très graves, avec quelques suintements à l'insertion, quelques petits hématomes ou quelques petits sites inflammatoires au niveau du point de ponction. C'est négligeable. Cinquièmement, le débit cardiaque, le moniteur débit cardiaque peut intégrer d'autres paramètres hémodynamiques utiles pour une prise en charge hémodynamique individualisée. Et je vous ai parlé de ces appareils-là. Ces appareils permettent non seulement de monitorer le débit cardiaque, mais ils peuvent aussi monitorer d'autres paramètres comme le Pulse Pressure Variation, SVV, SCVO2, mais également faire des mesures intermittentes d'autres paramètres utiles comme l'eau pulmonaire ou le volume diastolique global. Et c'est particulièrement intéressant chez les patients qui ont un choc septique avec défaillance cardiaque ou bien avec une défaillance respiratoire. Et enfin, le monitorage du débit cardiaque en temps réel permet également de réaliser des tests et d'avoir les réponses à des tests. Par exemple, les tests de dépendance, de précharge dépendance. On sait qu'on peut, par exemple, faire des tests de levée de jambe passif chez des patients chez qui on ne peut pas utiliser la variation de pression pulsée parce qu'il y a des mouvements respiratoires spontanés, parce qu'il y a une arythmie, parce qu'il y a un volume courant réduit, une compliance pulmonaire basse, etc. Et dans ces situations-là, on peut regarder les variations de débit cardiaque en réponse au lever de jambe passif. C'est une méta-analyse publiée par le groupe de Massimo Antonelli qui avait montré que, l'air sous la courbe pour la prédiction de la réponse au lever de jambe passif comme étant un prédicteur de la réponse au remplissage avec les variations de débit cardiaque est excellente à 0,95. Alors que si on utilise par exemple les variations de pression artérielle, on a une prédiction bien moins importante. Et d'ailleurs, avec Xavier, on avait effectivement montré cela. Lorsqu'on utilisait ici un Doppler œsophagien, on avait une excellente prédiction lorsqu'on regardait les changements de débit cardiaque, alors que lorsqu'on regardait les changements de pression artérielle, il y avait énormément de faux négatifs. Donc un monitorage en temps réel est nécessaire si on veut utiliser ces tests de précharge, ces tests dynamiques de précharge-dépendance. Donc voilà pourquoi je mesure le débit cardiaque, à cause de ces 4 éléments au minimum, et voilà pourquoi je le moniteur également en continu à cause de ces 5 ou 6 éléments qui me semblent essentiels pour la prise en charge du choc septique. Et je vous remercie beaucoup et je vois d'ailleurs que Eric va sûrement applaudir cette présentation. Merci Eric.